Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier Allo Celibfly de l'année. Un Allo Celibfly un petit peu particulier puisque aujourd'hui nous allons échanger non pas avec un auteur qui écrit mais avec un éditeur qui édite. Cet éditeur, les plus fidèles d'entre vous le connaissent un peu puisqu'il est un des premiers éditeurs à avoir participé à l'opération La Voix des Indés qu'on mène sur Lipfly depuis maintenant 3 ans et qui avait été lancé par Yomu à l'époque. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, il s'agit de David Meulemans des éditions Les Forges de Vulcain et nous allons échanger avec lui à propos d'un livre magnifique qui est le livre d'un artiste, d'un cinéaste qui s'appelle Jean-Charles Hue. Ce livre s'intitule « Il n'y a pas de prévenance ». Bonjour David Desforges, nous sommes ravis de vous accueillir sur Allo Celibfly. Bonjour Lipfly. Tout d'abord, parlons un petit peu de votre maison d'édition. Sur votre site, on peut lire « Les éditions aux Forges de Vulcain forgent patiemment les outils de demain. Elles produisent des textes. Elles ne croient pas au génie, elles croient au travail. Elles ne croient pas à la solitude de l'artiste, mais à la bienveillance mutuelle des artisans. » Alors, comment avez-vous découvert, rencontré Jean-Charles Hue et comment est née cette relation de bienveillance ? Alors, il faut vraiment rendre honneur à Katia Schneller. Katia Schneller, qui est une forgeronne, une des membres originels des éditions Forges de Vulcain. Katia Schneller, elle est professeure en école d'art. C'est une spécialiste à Grenoble. C'est une spécialiste de l'art contemporain français et américain. Et c'est elle qui m'a fait découvrir Jean-Charles Hue, tout comme toute une série d'artistes français contemporains. Et elle a un œil très sûr. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Alors, c'est une double découverte parce que j'ai fait, moi, des études de philosophie de l'art, mais je connais assez peu l'art contemporain. Je pense que c'est comme la plupart des gens, c'est quelque chose qui est un peu lointain pour moi. Et la double découverte, ça a été à la fois la découverte de certaines problématiques de l'art contemporain et la découverte de Jean-Charles Hue, qui lui-même, au sein de l'art contemporain, a une trajectoire très particulière puisqu'il il a travaillé dans la couture, puis au cours d'une expérience dans la couture, il a découvert la vidéo. Il a fait une école d'art, l'école d'art de Cergy. Puis après, il s'est lancé vraiment dans le cinéma. Enfin, il a été vidéaste et il s'est lancé dans le cinéma. Donc, c'est quelqu'un qui évolue vers quelque chose de plus en plus populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire vers des médias qui sont de plus en plus accessibles. Et notre livre, en fait, dans sa trajectoire, ça a incarné un passage. C'est-à-dire que le livre reste... Avant de rentrer plus précisément dans le livre, qu'est-ce qui vous a marqué dans le travail de Jean-Charles Hue? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que Katia Schneller vous a dit qui vous a donné envie de travailler particulièrement sur le travail de cet artiste? Alors, elle m'a agrippé. Elle a été très, très maline, en fait. Elle m'a agrippé d'abord en me disant on va travailler sur l'image et l'écriture. Parce que, initialement, les Forges ont publié des essais et de la fiction. Et donc, faire un livre d'art, ce n'était pas une évidence pour nous. Et dans l'édition, les livres d'art, c'est un secteur très particulier qu'il faut très bien connaître pour réussir à trouver les lecteurs. Et c'est des lecteurs très particuliers. Donc, elle m'a dit, non, non, tu vas voir, c'est pas un livre d'art classique, c'est quelqu'un qui travaille sur la narration, la fiction, donc tu vas regarder ses textes, voilà. Et donc, j'ai découvert les petites nouvelles, les micro-fictions que Jean-Charles a écrites, et qui sont en fait sa manière de se réapproprier des histoires qu'il a entendues, des contes, des légendes, mais aussi des anecdotes. Il y a toute une sorte de littérature orale qui est à la fois très actuelle, puisqu'il y a des histoires qui ont quelques années, et on sent que ça ressasse une tradition orale qui a plusieurs siècles. Donc ça a été la première chose pour me faire rentrer dans l'œuvre. Après, ce qui m'a fasciné, c'est que y a une dimension quasi documentaire parfois sur un monde que moi je ne connais pas bien, qui est le monde des gens du voyage sédentarisés en France.
Donc, ce n'est pas les Roms avec deux R qui viennent de Roumanie, mais ce sont les Gitans, les Manouches et particulièrement les Yéniches, une communauté des gens du Nord. Alors, je me méfiais beaucoup de ce biais anthropologique parce que, voilà, moi, j'appartiens pas à cette communauté, j'ai une vie assez calme, posée et très privilégiée d'une certaine façon à Paris, et j'aime pas trop le regard surplombant qu'on peut avoir sur des communautés. Et ce que j'avais trouvé fantastique, c'est que Jean-Charles Hue, il est issu de cette communauté. Donc, c'est vraiment une parole d'un monde particulier qui est portée par un acteur et un sujet de ce monde. Ça, c'était la seconde chose qui m'a fasciné. Et enfin, la dernière chose qui m'a fasciné, c'était la trajectoire particulière de Jean-Charles Hue, pas simplement d'où il venait, mais aussi là où il allait. C'est-à-dire que les Forges, on a l'ambition d'être une maison populaire et pointue, c'est-à-dire d'aller de penser qu'on peut faire quelque chose qui s'adresse à un public large tout en restant très exigeant. Et Jean-Charles Hue, en allant vers le cinéma, en allant d'ailleurs vers un cinéma qui est justement très populaire et très pointu, c'est-à-dire que c'est à mi-chemin du road movie, du western, et en même temps, c'est très ancré dans un réel, c'est beaucoup plus réel que beaucoup de fiction française cinématographique. Et donc, voilà, je me disais, si on peut jouer un tout petit rôle dans l'évolution de Jean-Charles Hue, on en sera très très fiers. Enfin, ce qui est marquant, en tout cas, enfin, moi, j'ai finalement découvert Jean-Charles Hue et ses films en découvrant au départ le livre, et ce à côté de quoi on ne peut pas passer à côté, c'est la langue qui est très charnue, qui est presque qui est une langue en soi, avec vraiment des expressions qu'on découvre et dont on découvre le sens au fur et à mesure. Et pourtant, donc cette langue qui est vraiment nouvelle, enfin qui pour moi en tout cas n'existait pas avant de lire ce livre, elle est traduite. L'ouvrage est complètement bilingue. Comment avez-vous travaillé la traduction de cette langue qui paraît quasi intraduisible? Alors, bon, d'une part, c'est vrai qu'on dit souvent il y a des choses intraduisibles, mais faut voir que les traducteurs, ça les fait un peu fantasmer ce type de défi. Donc, alors là, c'est encore Katia Schneller qui a bien joué le coup. C'est qu'elle connaissait très bien Noura Vedel, qui est une très très grande traductrice française, qui a traduit de plusieurs auteurs français réputés très difficiles à traduire, comme par exemple Maurice Dantec. Et pour Noura Vedel, ça a vraiment été voilà, une grande aventure, un grand défi. Et c'est vrai que alors c'est une langue très particulière parce que c'est une langue qui appartient à une communauté francophone, mais qui a parfois été un peu ostracisée, qui effectivement a ses propres histoires, son propre rythme historique aussi. Ce qui fait que y a des mots qui ont 3 siècles qui existent toujours, et c'est finalement beaucoup plus loin que du français. Alors, est-ce qu'il y a un français dominant ou un français neutre? Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez lointain. Après, elle a vraiment cherché. Alors, ce qui est rigolo, c'est que exactement au même moment, on travaillait sur un autre livre, une autre traduction de l'anglais vers le français. On travaillait sur William Morris, qui est un auteur victorien, mais qui est un auteur qui, déjà en 1870, faisait du faux médiéval. Et donc, on avait d'un côté une traductrice qui travaillait d'un français extrêmement étrange vers un anglais étrange, et on avait un traducteur qui était en train de travailler vers de l'anglais victorien faux médiéval vers du français. Et ce que je voyais aussi, c'est que celui qui travaillait vers le français, c'était Francis Guévremont. Lui est québécois et il s'inspirait beaucoup du français du Québec, mais aussi du littré des provinces. C'est-à-dire que dans le littré, il y a des volumes qui sont sur le français provincial et le français du 19e siècle, en fait. Donc, c'était rigolo de voir des mots qui réapparaissaient chez Jean-Charles Hue, qu'en fait, on trouvait dans des dictionnaires français, mais qui, à la fin du 19e siècle, ont disparu de la langue commune. Il y a eu, à la fin du 19e siècle, une vraie normalisation du français qui fait qu'on a coupé tout ce qui dépassait et on s'est vraiment privé de beaucoup de choses. Moi, ça m'a frappé parce que quand on regarde des dictionnaires anglophones, on se rend compte qu'ils sont presque 4 fois plus volumineux que les dictionnaires français. Il y a eu un énorme effort
effort ou je ne sais pas comment dire ça. Il y a eu un travail de la langue française pour se simplifier qui n'a pas été fait en anglais en fait. Et l'anglais conserve une capacité à créer des langues variées qui est beaucoup plus importante que le français. Et bon, ce qu'il y a en plus dans la langue de Jean-Charles Hue et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, dans les livres de William Morris que j'ai pu lire, c'est les images. Comment avez-vous imaginé le livre, en fait? Comme il vient de l'art contemporain, est-ce que vous avez imaginé une exposition? Est-ce que vous êtes devenu un petit peu commissaire d'exposition le temps d'un livre? Alors, moi, pas du tout, j'aurais pas ce type de compétences. C'est vrai que Katia Schneller, elle a eu un peu ce travail parce qu'elle a un regard qui vient de l'art contemporain. Même si elle n'est pas commissaire d'exposition de formation, elle est capable d'avoir ce type de regard. Par contre, en fait, on s'est beaucoup appuyé sur des expositions, des micro-expositions que Jean-Charles avait faites. En fait, la manière dont est organisé le livre, en segments, en moments, ça tourne souvent autour d'un travail très spécifique que lui avait fait en termes graphiques. Donc le travail graphique était déjà là. Par contre, le travail textuel, il avait recueilli les textes, mais les avait généralement pas exploités, ou les avait exploités comme dans le cadre de son travail sur son premier film, La BM du Seigneur. Donc, d'une certaine façon, la partie visuelle n'est pas entièrement originale, avait déjà été diffusée sous d'autres formats, et la partie textuelle est plus originale. Donc, il s'agissait du troisième, c'était un des premiers livres dans la collection art de. Le deuxième. Le deuxième. Vous avez aussi édité l'autobiographie d'Henri Darger qui a eu un grand succès sur Libfly par le passé et encore ce mois-ci, il y avait de nouvelles critiques. Quels sont les futurs projets de ces collections ou comment en parleriez-vous si vous deviez en parler sous contrainte, à savoir en moins d'une minute, David Meulmans? Alors, l'idée, c'est que j'aime bien les fous et les francs-tireurs. Donc, on va continuer sur ces axes-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des livres qui sont des rencontres avec un auteur qui est vraiment dans un monde très particulier. Et un des prochains titres que j'aimerais faire, c'est un William Morris, mais cette fois-ci où on met beaucoup plus en avant le travail graphique de William Morris, puisque pour le coup, William Morris était en France principalement connu comme un dessinateur, peintre, illustrateur, décorateur. D'accord. Eh bien, on a même fait en moins d'une minute. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, il s'agissait du livre Il n'y a pas de prévenance de Jean-Charles Hue, qui est un très, très beau texte qui peut être lu tout en regardant les films de Jean-Charles Hue, dont les plus connus sont La BM du Seigneur et Mange tes morts. Encore merci. C'était le dernier Allo Celibfly de l'année. On vous souhaite une très belle fin d'année et à bientôt en 2016 pour de nouvelles rencontres. Merci Aurélie, merci Libfly.